Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 26e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Camille Nguyen. Camille est éducatrice canin, mais aussi instructrice en fitness canin et en proprioception, ainsi que la cofondatrice de Muso Plus. Alors dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec Cerise, Miette et Nova et sa découverte du fitness. De son passage chez Canissimo avant de fonder Muso, puis Muso Plus, Camille nous partage son parcours inspirant et passionnant dans l'univers des sports canins et de la transmission des connaissances. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Camille. En fait, c'est du sol pour jardin pour enfants. Ouais. Donc c'est conçu pour l'extérieur à la base, c'est ce qu'achètent les mairies, les communes, ce genre de choses. Et c'est prévu pour des chutes de 1 mètre. Alors je sais pas comment ils testent ça, s'ils jettent tes enfants de 1 mètre et vérifient que tout se passe bien. Et du coup, je pense que tu as vu la différence avec le carrelage, c'est très très épais. Carrément, ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est cool parce que c'est antidérapant, ça absorbe les chocs. Et en fait, c'est très facile à couper, c'est juste un cutter et puis ça s'emboîte. Ça où ? Sur Internet. Ah ouais, faut juste taper dalle antidérapante, parc enfant. Et puis il y a des tas de fournisseurs, des couleurs, des machins, des bidules. Et ensuite, il faut choisir la hauteur. Donc il y a anti-chute 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et donc c'est de plus en plus épais. Ouais. Non, mais c'est très cool. Ça est trop bien. Rappelle-moi de faire une petite vidéo à la fin. Ouais, pas de souci. C'est vrai que ça fait son petit effet sur les vidéos Facebook, sur les photos Instagram. Je pense que parfois, je vais passer 3 heures à faire un super exercice de fitness. J'ai entraîné, j'écris des commentaires, toute l'explication. Et derrière, je vais avoir les commentaires. Ouais, où est-ce que tu as acheté ton sol ? Ok, en fait, tout le monde s'en fout des chiens. Mais bon, du coup... La salle est très réussie. Ça fait son effet. C'est ça. Les gens veulent le sol violet. Bon, c'est cool. On se lance ? Ouais. Allez. Salut Camille. Salut Claire. Tu vas bien ? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir, enfin que tu m'accueilles sur La Niche, c'est pas dans le bon sens. Du coup, on va commencer par les présentations. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qui es-tu, Camille ? Donc, je m'appelle Camille Nguyen. Je suis éducateur canin depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et je suis spécialisée en sport canin, plus particulièrement en fitness canin. Ok. Trop cool. Alors, tu as 3 loulous qui font dodo. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, j'ai 3 petites chiennes. Donc, la première, c'est Cerise. C'est une cocker anglaise de 12 ans. Ouais. Donc, c'est la doyenne, mais elle a vraiment le peps et l'énergie d'un chien de 5 ans. En général, c'est elle qui fout un peu le boxon partout, d'ailleurs. C'est un peu elle le chiot. C'est pour ça que je t'ai demandé de surélever toutes tes affaires. En deuxième, j'ai Miette, qui est une retriever de la Nouvelle-Écosse, ou Nova Scotia Doctoling Retriever. Elle a 8 ans. C'est avec elle que je travaille principalement. On pratique plusieurs sports canins et bien sûr le fitness canin. Et enfin, on a Nova, qui est arrivée dans ma vie un petit peu par hasard il y a quelques mois. Donc, c'est une petite chienne de 5 mois, une croisée Whippet collet poil long. Okay. Et donc, c'est un accident d'élevage, en fait. Et je sais pas, ça a été le coup de foudre et elle vient juste d'arriver dans nos vies. Trop cool. Elle n'a pas compris les poils longs, par contre. Les poils longs. Oui, alors les éleveurs peuvent en parler plus que moi, mais je pense que c'est une histoire de gènes dominants, récessifs, etc. Okay. La conséquence, c'est un genre de whippet bizarre avec les poils pas si courts. Voilà. Ouais. C'est quand même moins court que le whippet. Voilà. Ok. Moi, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens ou comment c'est arrivé pour toi ? Alors, pas du tout. Moi, c'est vrai que j'étais une personne super urbaine. Donc, j'ai toujours vécu dans des grosses mégalopoles, des buildings de 25 étages de haut. Quand j'étais gamine, on n'avait pas de chien, pas de chat, rien. J'ai eu un hamster.
Mais non, je viens vraiment pas du tout d'un background, on va dire animalier, encore moins canin. Ce qui s'est passé, c'est vraiment un pur hasard. Je faisais mes études à l'époque au Brésil et ma colocataire avait toujours eu des chiens dans sa vie et elle voulait absolument qu'on ait un chien. Et en fait, ça c'est vraiment une histoire bête, mais on avait un projet universitaire qui était de créer une entreprise et on a décidé de créer une entreprise de vêtements pour chiens. Et du coup, elle s'est dit, c'est parfait, comme on va créer une entreprise de vêtements pour chiens, on n'a qu'à prendre un chien et ce sera l'égérie de la marque. Et du coup, le choix s'est fait vraiment n'importe comment. Enfin, c'est vrai que maintenant, avec ce que je sais sur les chiens et sur comment choisir un chien, c'était complètement hallucinant. Finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les parcs à chiens et puis on regardait les chiens les plus à la mode, les morphologies qui pouvaient correspondre à plein de chiens. Et on était dans une situation, on s'est dit, ok, c'est soit un cocker anglais, parce que c'est vraiment mignon et c'est pas très grand, et puis voilà, c'est populaire, soit un bulldog anglais, parce que ça a beaucoup de caractère, ça rendrait super bien sur les photos. Enfin voilà, vraiment les pires raisons. Moi, à l'époque, c'est vrai que ça m'est égal parce que ça allait être son chien, ça n'avait rien à voir avec moi. Et au final, heureusement qu'on s'est penché sur le cocker anglais qui correspond plus à mon mode de vie, la pratique de sport. Cerise, elle a fait de l'agility, elle a fait du frisbee, elle a fait des tas de choses, donc je suis ravie qu'on ait penché là-dessus. Mais c'est vraiment comme ça qu'un chien est rentré dans ma vie pour la première fois. Ok. Mais donc, du coup, c'est devenu ton chien ? Oui, voilà, en fait, c'était le chien de ma coloc. Et puis, une chose en entraînant une autre, quand on a terminé nos études et que je suis rentrée en France, je lui ai demandé si je pouvais l'emmener avec moi. Et voilà. Et donc, elle me l'a donné, je l'ai adopté. Et puis, voilà. Ok. C'est incroyable comme histoire. C'est vraiment pur hasard. C'est Cerise qui m'a fait rentrer dans ce milieu, avec, on va dire, toutes les mésaventures liées au premier chien, le choix de la race pas forcément opportun. Et puis, c'est vrai que quand on a eu Cerise, je me souviens que ma coloc, elle me disait c'est hyper important l'éducation, il faut que les chiens soient bien éduqués, qu'ils marchent au pied, machin. Et du coup, on est allé à des cours d'éducation. C'était cours d'éducation de la police de São Paulo. Donc, autant te dire que, c'est la première fois que j'ai vu un collier étrangleur de ma vie. C'est aussi la première fois que j'ai vu un chien attaquer un autre chien. C'était horrible. Et donc ça, c'était le premier cours d'éducation de ma vie, avec ma petite coquère comme ça, où la Veto nous avait vendu un collier étrangleur. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me suis dit, bon... Je s'en valais que ça. Je suis pas sûre, quoi. On va peut-être faire différemment. Et heureusement qu'il y a YouTube, il y a... j'ai commencé à regarder les vidéos de Émilie Larlam qui cop-up, tout ce qui est clicker, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé dans le clicker et que j'ai travaillé un peu toute seule, en tout cas les premiers mois. Ok. Et tu faisais quoi comme études, du coup, à ce moment-là ? J'étais ingénieure en bâtiment. Donc je faisais des études en génie civil et à l'époque j'avais déjà envie de changer alors que j'avais pas encore terminé. Donc j'avais pris des options entrepreneuriat, création d'entreprise, ce genre de choses. Okay. Donc on avait déjà un pied sorti du BTP. Ok. Et du coup, tu es rentrée en France et tu t'es dit, je vais devenir éducateur canin. Alors, pas du tout. Je suis rentrée en France et comme j'avais encore jamais bossé de ma vie, j'ai juste pris un boulot d'ingénieur. Ouais. Donc, juste la suite logique. C'est comme ça que je suis arrivée à Lyon. Donc, j'ai bossé à Lyon en tant que responsable technique et sécurité adjoint d'un centre commercial pendant à peu près 2 ans. Et donc, j'avais ma petite Cerise avec moi et on a pris des cours d'éducation et de sport canin, donc à l'époque à Canissimo. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'éducation canine en renforcement positif et des sports canins et que je me suis passionnée pour ça. Et la reconversion s'est faite, encore une fois, par hasard. Il s'avère que il y a eu des changements en fait à Canissimo et du coup Yannick Toulon, la fondatrice et gérante de Canissimo, avait besoin de recruter quelqu'un et du coup elle savait que je me plaisais pas trop dans mon travail et elle m'a proposé de me former et de rejoindre la société en tant que co-gérante et associée. Trop bien. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai plaqué mon job, j'ai démissionné, je me suis formée et puis voilà. Ok, trop cool. C'est un chouette parcours en tout cas. Et donc du coup, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu
ton parcours dans l'éducation. Donc, tu t'es formée auprès de Yannick, c'est ça ? Voilà, donc j'ai été formée par Yannick Toulon et Florent Dubray, qui étaient les fondateurs et co-gérants de Canissimo à l'époque. Et ensuite, la politique de Canissimo, c'était vraiment la formation continue. Donc, chaque année, Yannick et moi, on faisait énormément de formations, de stages. Donc, dès la première année dans l'entreprise, j'ai suivi des séminaires avec Jacinthe Bouchard, Catherine Collignon. Donc, au début, c'était beaucoup de formations francophones. Et ensuite, avec les années, on s'est de plus en plus tourné vers des formations à la fois en ligne et en présentiel à l'étranger. Donc, en Suisse, on est allé en République tchèque, on est allé un petit peu partout. Et donc, voilà, on a suivi des formations avec Suzanne Friedman, Chirag Patel. Voilà, énormément de formations à l'étranger. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite ? Combien de temps t'es restée là-bas et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre de ton côté ? Alors, je suis restée 5 ans là-bas. J'étais responsable éducation. Donc, mon quotidien, c'était dans la semaine de donner des cours particuliers à domicile. Donc, vraiment l'éducation de base, la propreté, la marche en laisse, le rappel. Et le week-end, je donnais des cours collectifs, école du chiot, cours collectifs pour les ados, les adultes. Et en parallèle, je continuais à me former en sport canin, donc auprès de Yannick Toulon et auprès d'intervenants externes. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé de tracer ma propre route, de monter ma propre structure. Donc voilà, au bout de 5 ans, j'ai quitté Canissimo et j'ai décidé de monter l'entreprise Muso. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise Muso, du coup ? Qu'est-ce que c'est que Muso ? Donc Muso a été créé il y a 3 ans. À la base, c'est une entreprise, on va dire, d'éducation et de sport canin lyonnaise traditionnelle. Donc, c'est vrai que la première année, j'ai repris des cours particuliers, des cours collectifs. Voilà, c'était vraiment le même travail que je faisais à Canissimo, sauf que je le faisais dans un autre secteur de Lyon. Et en parallèle, je m'étais donc formée en fitness canin. Donc, j'ai passé le Certified Professional Canine Fitness Trainer. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours de proprioception, renforcement musculaire, fitness canin, pas mal de suivi en ligne. Et ça commençait à me prendre de plus en plus de temps. Donc, finalement, j'ai décidé, au bout d'1 an, d'arrêter complètement l'éducation pour pouvoir me consacrer pleinement à tout ce qui est sport canin et fitness canin. Donc ça, c'est vraiment le début de Muso. Et en fait, c'est vrai que assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était devenu difficile de faire uniquement des coachings privés. Donc, ce que j'appelle des coachings privés, c'est des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des besoins en préparation physique, accompagnement de leur chien de sport. Et y a une certaine limite, quoi, parce que les journées font que 24 heures. Donc, je ne pouvais pas forcément prendre plus que, on va dire, une quinzaine de personnes, quelque chose comme ça. Et j'avais les demandes qui affluaient. Et je me suis dit, honnêtement, sur la plupart des chiens qui sont adultes et qui ne présentent pas de soucis de santé, les premières étapes de la préparation physique, c'est la même. Donc, ce serait quand même pratique pour moi de faire un cours, vraiment un contenu qui soit accessible, que les gens puissent lire, avoir certaines bases. Et moi, être toujours présente pour ce suivi, mais pas quelque part répéter la même chose à tout le monde, parce que la base, c'est la même pour tous. Mutualiser un peu les premiers enseignements, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y avait vachement cette demande, en fait, parce que c'est vrai que sur les coachings privés, ça se passait sur Facebook à l'époque. Donc, les gens arrivent sur Facebook, ils faisaient un post, et puis moi, j'avais mon blabla, j'avais les vidéos, etc. C'était toujours le même blabla, toujours les mêmes vidéos. Mais c'était compliqué à suivre parce que Facebook, c'est quand même pas fait pour ça à la base. Donc, les conversations, elles montent, elles descendent. Quand les gens... Tempère, ouais, c'est ça. Et quand ils avaient besoin de voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'avais fait le premier mois, fallait aller fouiller là-dedans. Donc, c'était pas simple. Donc, je me dis, OK, ce qu'il faudrait, c'est vraiment... un contenu pédagogique où tu te connectes sur le site, tu vas sur ton compte, tu vas voir ton cours, et puis un endroit où il y a les échanges, où il y a les questions, etc. Et alors, je ne le cache pas, c'est vraiment basé sur des formations en ligne que je suivais sur la Fancy Dog Sport Academy, qui est du coup une plateforme de cours en ligne américaine, où ça fonctionnait exactement comme ça. Et c'est vrai que j'ai pris des tas de cours sur cette plateforme, et je me dis, c'est trop bien, c'est vraiment pratique. On a à la fois le côté
tout le support est écrit, les vidéos, etc. C'est facile à trouver. Et en même temps, on a le soutien de l'instructeur qui permet de nous accompagner à travers ce contenu pédagogique. Donc moi, je voulais exactement la même chose pour mes cours de fitness, en fait. Vraiment juste faire des initiations de fitness. Et quand j'ai commencé à chercher ce qui existait, eh bien, il n'y avait aucune plateforme qui permettait d'avoir ça. En général, c'était vraiment le cours est écrit, tu peux mettre des commentaires en dessous, mais j'aimais pas parce que c'était un peu le bordel, quoi. C'est chacun commentait sous les leçons, du coup, t'as pas le suivi, t'as pas l'impression d'être accompagné, en fait. Ouais. Et moi, je voulais comme Fancy Dog Sport Academy, c'était super bien, je veux la même chose. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas tout fait, donc il allait falloir le faire. Et sauf que c'est comme ça que tu es devenu développeur web. Exactement, c'est comme ça que j'ai changé de métier. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je me suis rapprochée d'un webmaster, que j'ai discuté de la faisabilité. Et c'est pas un truc super simple. C'est un investissement conséquent en temps, en argent, en tout. Et je me dis, moi, à la base, je voulais quand même juste faire des cours d'initiation fitness, quoi. Ça commençait à prendre des proportions pas possibles. Et je me suis dit, honnêtement, si j'investis autant d'énergie là-dedans, autant qu'on fasse aussi comme Fancy Dog Sport Academy, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs intervenants, pourquoi on ne ferait pas exactement la même chose en France? Donc, je me souviens, j'étais sur l'autoroute, il était 2h du matin, je rentrais d'un stage à Nice, je crois. Et je me suis arrêtée tout de suite sur une aire d'autoroute. J'ai appelé 2 éducs avec qui j'avais l'habitude de travailler et je leur ai dit, franchement, vous connaissez Fancy Dog Sport Academy, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Moi, je suis prête, je lance la plateforme, je m'occupe de tout et vous donnez des cours et on commence toutes les 3. Est-ce que ça vous dit quoi? Et elles ont dit oui et c'est vraiment comme ça que Musoplus, donc musoplus.fr, la plateforme de cours en ligne, a été créée. Trop cool. Voilà. Et pour l'avoir testée, elle est franchement trop cool. Enfin, je trouve que c'est génial en fait, comme on est hyper accompagné dans la navigation, c'est hyper bien fait, c'est hyper fluide, c'est vraiment chouette, vraiment. Ça me fait plaisir. J'en parlerai au webmaster parce que on a souffert quand même. J'imagine, mais c'est vrai que puis c'est souvent au tout début quand je cherchais quelques petites formations comme ça avant de savoir si vraiment je voulais devenir éduc et faire ce métier-là, je cherchais à me faire des petites formations pour voir si vraiment le contenu m'intéressait et puis enrichir un peu mes connaissances. Et en fait, je crois la plateforme qui est revenue, c'était Musoplus, quoi. C'est clairement le truc. Mais la base, c'est ça, quoi. Pour nous, ce qui est super important, c'est de mettre la priorité sur la pédagogie. Je sais que on a ces formules où, en fait, on a des cours qui commencent tous les premiers du mois. Il y a une date d'ouverture d'inscription, il y a une date de fermeture d'inscription. Si on la loupe, c'est mort. Et je sais que c'est une source de frustration pour beaucoup de personnes qui nous écrivent « c'est pas pratique, sur d'autres plateformes, on peut s'inscrire tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas ?» Et je sais que, on va dire en termes de marketing et de vente, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de mettre des cours qu'on pourrait acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est clair. Sauf qu'en termes de pédagogie, ce que je trouvais avec Fancy Dog Sport Academy, ce que les études montrent, parce qu'il y a des gens qui ont étudié ça, comment est-ce qu'on peut mieux étudier. Donc, et sur l'expérience, le retour d'expérience qu'on a sur Musoplus, le fait de créer des promotions et donc de créer en fait des laps de temps. On est tous en train de travailler en même temps et les élèves communiquent entre eux et tout le monde en est au même stade, en fait, eh bien, ça va vraiment tout changer en termes d'accompagnement et de progression. Et pour moi, c'est hyper important qu'on garde cette priorité. Pour moi, la priorité, c'est de se dire, tu as suivi le cours Musoplus au moment où il a commencé, avec les autres élèves, avec l'accompagnement soit de l'instructrice sur le forum, soit l'aide des autres élèves sur les réseaux sociaux. Et tu as gagné en fait en degré d'autonomie. Moi, c'est ce que je veux, quoi. C'est qu'à la fin, on n'ait plus besoin de nous. C'est ça le but. Ouais. Et puis le fait aussi que ça s'est ouvert qu'à un moment dans l'année et que tu puisses pas y avoir accès tout le temps, ça permet aussi de s'investir, je pense, plus parce que t'es là, t'as payé ton truc, c'est maintenant, tu le fais maintenant, tu le fais pas dans 4 ans. Tu te poses la question, là, pendant 6 semaines, je vais m'investir un petit peu plus sur ça. Est-ce que j'ai le temps ou pas? On se pose vraiment la question. Après, on a aussi beaucoup d'élèves qui prennent un auditeur libre et ils se disent qu'ils vont, entre guillemets, consommer le cours plus tard. C'est pas quelque chose qu'on encourage ou décourage. Ça dépend vraiment du fonctionnement de chacun. Voilà, chacun va s'adapter. Mais pour ce qui est participant actif, effectivement, parfois, il faut attendre d'une année sur l'autre. Mais au moins, on se dit, OK, là, maintenant, pendant 6 semaines, je me concentre sur ça et j'aurai vraiment gagné en compétences. Le but, c'est ça. C'est pas juste... Bien sûr, je suis contente que les gens soient contents. C'est super important pour moi, ça a toujours été important pour moi. Mais ce qui a toujours été encore plus important pour moi que les gens soient contents, que ce soit les cours en présentiel ou que ce soit les cours en ligne, c'est est-ce que j'ai la preuve qu'il y a un véritable gain en compétences ?
Et c'est ça, en fait. Le nombre de fois où je donnais des cours, par exemple les cours collectifs de l'école du chiot, les gens étaient super contents. Et en fait, on recroise le chien 1 an plus tard, 2 ans plus tard, c'est l'apocalypse. Je me dis, ok, les gens sont super contents, mais est-ce que j'ai vraiment fait mon job ? Et bien là, c'est pareil, en fait. Si je croise quelqu'un, je vais à un stage, et quelqu'un me dit, ah, j'ai suivi le cours Muso Plus sur analyse et modification du comportement, ou sur shaping, ou sur fitness canin, est-ce que moi, sans que la personne me le dise, je le vois ? Et si je le vois, si je vois ce gain en compétences, là, je suis vraiment contente. Ouais. Et en l'occurrence, je le vois. Je vois vraiment une différence entre des stages que je pouvais donner il y a 4-5 ans, où effectivement, on devait tout le temps rappeler aux gens, bah non, tu cliques qu'une seule fois, après le clic, tu ne dois pas renforcer en même temps que tu cliques, tu remets ta main à la position de base. Voilà. Et ça, c'est des trucs, tous les stages, on devait le répéter. Et là, je vois, j'arrive en stage, tout ça, c'est connu en fait. Les schémas de renforcement, c'est bon. Les bases de medical training, c'est bon. En fait, il y a des tas de bases en fait, qui sont mises en place. Et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment ça. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des formations qui sont dispo sur Muso Plus ? C'est quoi les grands thèmes qui sont exploités sur cette plateforme ? Alors, ma façon de fonctionner, c'est que je travaille plus en termes de personnes qu'en termes de thèmes. Okay. Donc, les instructrices de Muso Plus, elles sont vraiment recrutées par rapport à leur expérience et leur formation. Et une fois que j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît, que souvent j'ai rencontré en séminaire par hasard, où je me suis déplacée pour faire un stage avec cette personne, je lui propose, ok, est-ce que tu veux rejoindre la plateforme Muso Plus ? Et ensuite, ok, pour parler de quoi ? Tu parles de ce que tu veux. Parle de ta spécialité. Le but pour moi, c'est vraiment que les instructrices, elles soient à l'aise et elles parlent de quelque chose qu'elles connaissent en fait sur le bout des doigts. Donc, on a une petite dizaine d'instructrices maintenant et on va aborder des thèmes divers et variés. Donc, on a des thèmes qui sont très généraux comme analyse et modification du comportement, qui est vraiment tout ce qui est apprentissage de base sur l'analyse appliquée du comportement. Et on va avoir des thématiques qui vont être beaucoup plus ciblées, comme dog parcours novice, pour s'initier à ce sport canin. Moi, je donne tout ce qui est cours de fitness canin. Donc, on a une série de 4 cours autour du fitness canin. On a aussi des formations certifiantes. Donc, pour les personnes qui sont éducateurs canins professionnels et qui souhaitent peut-être se spécialiser ou proposer des services complémentaires à leurs clients, il y a vraiment, il y a tout. Il y a accompagnement du chien de refuge, marche en laisse. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Souvent, j'ai des élèves qui m'écrivent et qui me demandent est-ce qu'on pourrait avoir un cours sur tel et tel sujet ? Et comme je fonctionne en personne et pas en sujet, si je trouve la personne, oui. Et sinon, non, on ne va pas faire le sujet si ce n'est pas notre spécialité, s'il n'y a pas un instructeur qui est à l'aise avec ça. Donc à ce sujet, si vous estimez que vous êtes spécialiste dans un certain domaine et que ce que je vous ai dit sur mon choix des instructrices vous parle, n'hésitez pas à postuler pour Muso Plus. On reçoit des candidatures spontanées. Et quand je reçois des candidatures spontanées, je pose la question sur le CV, l'expérience, etc. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que je me déplace pour voir la personne travailler. Ok, bon, l'annonce est passée. Trop cool. Et du coup, ces formations, elles s'adressent à qui ? Est-ce que c'est spécifiquement pour des professionnels ou est-ce que c'est un peu général pour tout le monde ? Alors, notre cible, c'est ni des professionnels ni des particuliers. Notre cible, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leurs animaux et qui s'intéressent au bien-être de leurs animaux et à tout ce qui est apprentissage. Donc, ça veut dire que dans le lot, on a effectivement des moniteurs de club, des éducateurs canins professionnels, mais on a aussi des particuliers qui... par exemple, on a beaucoup de pratiquants de sport canin, parce que c'est vrai que les gens qui pratiquent le sport canin, que ce soit en loisir et compétition, forcément, à un moment donné, sont intéressés. Exactement, ils poussent. C'est pas juste j'ai le chien et mon seul but dans la vie, c'est que mon chien ne soit pas une nuisance. Non, on est déjà dans une situation où on veut une relation qui est différente. Mais on a aussi des particuliers qui juste... En fait, comme moi, quand je me suis retrouvée au cours de l'école de police de San Paulo, et je me dis, non mais il n'y a pas moyen que ce soit ça, la solution, et on commence à faire des recherches et se dire, non seulement j'ai envie que mon chien marche en laisse sans tirer et revienne au rappel, et effectivement ne soit pas une nuisance au quotidien, et de préférence un plaisir à vivre au quotidien, mais en plus, ça m'intéresse de comprendre comment ça marche, de m'approprier ces outils, de devenir autonome et d'avoir cette relation de qualité avec mon chien. Donc, c'est vraiment ça. Ok. Donc, c'est un peu à tout le monde, quoi, finalement. Ouais, ça peut être tout le monde. Ça peut être vraiment tout le monde. Jusqu'à présent, on a quand même énormément de retours positifs sur Muso Plus.
il y a 2 ans, j'ai reçu un retour négatif sur la plateforme qui était en fait, je m'en fous de tout ça. Moi, je veux juste que mon chien il marche en laisse sans tirer. Et donc le retour, c'était ça, quoi. C'était ok, super, mais en fait, moi, je m'en fous. Dites-moi juste comment est-ce que le chien il peut marcher en laisse sans tirer. C'est mon seul besoin. Donc là, effectivement, c'est pas notre cible, quoi. Si ton seul but dans la vie, c'est que le chien fasse ci, fasse ça, il aboie pas, etc. Et c'est juste la finalité qui compte. Dans ce cas, effectivement, Muso Plus n'est pas adapté. Ok. Je voulais aller un peu sur le sujet du fitness canin. Tu as commencé à nous en parler un petit peu et je trouve ça passionnant. Je voulais savoir comment tu avais découvert cette pratique-là. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou c'est au fur et à mesure du sport canin Alors, il y a eu un événement déclencheur, effectivement. À l'âge de, je dirais, elle avait un peu moins de 2 ans. J'ai Miette, ma retriever, qui a commencé à présenter des boiteries intermittentes du postérieur gauche. À l'époque, on venait à peine de commencer les sports canins, parce que c'est vrai que comme je l'avais pris pour le sport, je m'étais quand même vraiment préoccupée de pas commencer trop tôt, attendre que la croissance se termine. On a fait les radios, dysplasie des hanches, des coudes, etc. Donc vraiment, j'avais l'impression d'avoir pris toutes les précautions du monde. Et pour autant, avant ses 2 ans, elle a commencé à présenter cette boiterie. Donc s'en est suivi une série de rendez-vous ostéo, ortho, en France, à l'étranger. Je suis même allée en Italie pour aller voir l'ortho de l'éleveuse. Enfin voilà, on a vraiment fait radio, écho, quasiment tout, sauf scanner, IRM. Mais vraiment, on n'arrivait pas à trouver la cause. Et en fait, je suis arrivée dans une situation où même les vétérinaires, j'ai plusieurs vétérinaires qui m'ont dit la boiterie est quand même très très faible. C'est vraiment, elle devait peut-être sauter un pas sur 20 ou un pas sur 30. Et le reste du temps, en fait, tout allait bien. Sa vie n'était pas affectée. Elle n'avait pas l'air de présenter de douleurs significatives. Et c'est vrai que ce qu'il me disait, c'est qu'on ne voit rien sur les images. Il est possible que ce soit une rupture partielle du ligament croisé, mais rupture partielle, ça peut être 50%, ça peut être 2%, ça peut être, on ne sait pas. Et le truc, c'est que même si on faisait plus d'imagerie médicale, comme c'est un petit chien, si on a 2% de rupture partielle de ligament croisé sur un minuscule ligament, même si, admettons, on ne voit rien sur l'image, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une rupture partielle du ligament croisé. Donc à ce stade-là, nous, ce qu'on vous propose, c'est à un moment donné, juste la laisser vivre. Faites un peu attention, vous la laissez vivre. Et si jamais ça s'aggrave, en gros, si ça pète, là, nous, on s'est opéré, quoi. Donc, bien sûr, ils n'ont pas dit comme ça. Hein. C'était vraiment... Enfin, moi, je comprends complètement cette démarche qui est... on n'a pas d'infos, quoi. À un moment donné, si on n'a pas d'infos, eux comme moi, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et le truc, c'est que forcément, ce concept, ça me gênait parce que justement, comme ça n'allait pas parfaitement bien, mais ça allait pas si mal que ça, j'avais pas trop envie de me dire, moi, je voulais faire des sports canins, en fait, je voulais qu'on fasse des tas d'activités ensemble, je voulais qu'on fasse des randonnées. Ça faisait des mois et des mois, elle a été arrêtée 8 mois quand même. Hein. Donc, 8 mois de marche en laisse, y compris pour aller faire pipi dans le jardin. Voilà, au bout de 8 mois de ça, on n'a quand même pas spécialement envie de se dire, ok, maintenant je la lâche, puis on s'en fout, quoi. Et du coup, je me suis intéressée à ce qu'on faisait chez l'humain et chez le cheval. Parce que c'est vrai que dans le monde du cheval, quand à un moment donné, il y a des milliards d'euros qui sont sur tel et tel étalon, on se dit pas, on s'en fout, quoi. Et pareil sur les athlètes humains. Et c'est vrai que dans le monde équin et dans le monde humain, on a beaucoup plus, en tout cas à l'époque, beaucoup plus de protocoles pour la gestion de blessures chez l'athlète, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce qui était possible de faire. Là, les vétos m'avaient dit, c'est OK, hein, vous vivez votre vie, faites ce que vous voulez. Donc, OK, vu que je fais ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là où j'ai trouvé justement sur Fancy Dog Sport Academy. Enfin, j'ai pas trouvé. C'est une collègue qui m'a indiqué, Valérie Teb, qui suivait cette formation Certified Professional Canine Fitness Trainer, m'a dit, franchement, ça peut complètement aller. Je te conseille d'aller voir les cours de Debbie Gross sur Fancy Dog Sport Academy. Et je me suis inscrite à ce cours en ligne. Et j'ai commencé à faire en fait des exercices de fitness avec Miette. Okay. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et j'ai suivi 1 cours, 2 cours, 3 cours. Et j'ai suivi tous les cours. Il y a même 5 cours que j'ai suivis 2 fois. Et ce que j'ai constaté, c'est un vrai changement au niveau de sa fonction. C'est-à-dire que la boiterie a disparu. Elle n'a plus jamais reboîté, de ce postérieur en tout cas. Et rééquilibrage des masses musculaires, enfin tout, quoi. Ça a vraiment changé de manière très concrète
notre vie. Trop cool. Donc voilà. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste véritablement le fitness canin ? Alors le fitness canin, ça va regrouper plusieurs disciplines en fait. C'est vraiment un terme générique qui va regrouper le travail de renforcement musculaire, le travail proprioceptif, le travail de l'endurance, du cardio, de la souplesse. En gros, c'est vraiment toutes les disciplines qui vont servir à améliorer le bien-être du chien d'un point de vue locomoteur. Okay. Donc c'est vraiment une grande famille, c'est pas un sport spécifique, c'est vraiment un ensemble de disciplines. C'est vrai que le fitness canin est souvent associé, à mon sens à tort, au fait de monter sur des ballons de toutes les couleurs. Le but, c'est surtout d'enseigner au chien à réaliser certains mouvements sous certaines conditions qui vont lui permettre en fait, d'utiliser son corps sainement et donc que son corps se développe ou s'entretienne de manière correcte, à la fois au niveau osseux, au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire, etc. Ok. J'avais commencé un peu à regarder ça après l'accident de Charlie cet été, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, comment on le remet d'une blessure comme ça. Bon, et au final, il s'est avéré que ça va, il a l'air de bien aller. Et il n'est pas si mal tombé que ça, donc ça va. Mais effectivement, c'est un truc... j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai découvert ça vraiment à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et du coup, c'est quoi les grands intérêts ? Tu conseillerais ça à quel profil de chien ou quel profil de situation d'aller se pencher sur le fitness canin ? Alors, fitness canin, pour moi, ça va concerner tous les chiens ou presque tous les chiens. Ouais. C'est vraiment comme pour les humains, en fait. C'est, on va dire, le secret d'être bien dans sa peau, c'est de bien manger et bien bouger. Là, c'est la même chose, quoi. Donc, moi, je ne m'occupe pas du bien manger, mais je m'occupe du bien bouger. Donc, pour tous les propriétaires de chiens qui veulent que leurs chiens se sentent à l'aise dans leur corps, ça va les concerner. Donc, on ne va pas du tout faire la même chose pour un chiot que pour un senior, que pour un chien adulte. Mais globalement, à partir du moment où vous voulez préserver cet aspect-là de la vie du chien, ça va être important. Ce qui est important vraiment dans le fitness canin, c'est qu'on travaille sur la prévention. On sait que beaucoup de vieux chiens perdent la locomotion au niveau de l'arrière-main. Donc ça va vraiment handicaper leur vie sur des fonctions qui sont hyper importantes pour les chiens et quotidiennes, telles que faire leurs besoins, ça peut être monter, descendre les escaliers, monter, descendre de voiture, aller se balader. Et le fait de travailler dès le plus jeune âge sur des exercices de fitness canin, en fait, leur apprendre à bouger correctement dans leur corps, devrait permettre en fait de ralentir cette dégénérescence musculaire, de mieux vivre, de mieux bouger plus longtemps. Donc ça, pour moi, ça concerne tout le monde. La seule chose que je veux rajouter, c'est hyper important de ne pas confondre le fitness canin et la rééducation. Okay. C'est vrai qu'on me contacte très souvent pour des chiens qui viennent juste de se blesser, en disant voilà, le chien s'est blessé, je vais faire du fitness canin pour le muscler, etc. Ça, c'est important. Si le chien est blessé, on est du domaine de l'acte vétérinaire. Donc là, il faut faire appel à un vétérinaire compétent. Je recommande de faire appel à un vétérinaire spécialisé, pas le vétérinaire généraliste. Donc allez voir un vétérinaire ostéopathe et ou un vétérinaire orthopédiste, de suivre avec lui le protocole pour la gestion de la blessure et la gestion de la pathologie. Et comme chez l'humain, quand on s'est blessé, si vous vous cassez le bras, qu'est-ce qu'on fait après ? On va chez le kiné. Et le kiné, idem, on est sur un acte qui est vétérinaire, enfin pour le chien du coup. et donc là, se diriger vers un vétérinaire spécialisé en physiothérapie. Le fitness canin, c'est quelque chose qui va intervenir encore après. On a fait la rééducation, le vétérinaire orthopédiste ou spécialisé en physiothérapie dit ok, c'est bon. Et là, effectivement, on va faire le fitness canin pour renforcer le chien et complètement se remettre de la blessure. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, c'est un peu le parcours que j'ai suivi après la chute de Charlie, c'est-à-dire qu'on a fait... on a fait veto, clinique veto, tous les soins, etc. On a vu l'ostéo, on a vu la physio, et c'est ensuite que une fois qu'on a eu l'aval de tout le monde, que je me suis dit, bon, est-ce que on y va sur le fitness canin ou pas ? Et puis bon, finalement, voilà, ça allait. Mais tu vois, donc, instinctivement, j'ai suivi ce chemin, mais effectivement, tu vois, je l'avais pas en tête avant que tu l'éclaires là, en fait. Donc, et c'est vraiment la même chose que pour les humains. Chez les humains, il va vraiment y avoir une différence de la prise en charge
quand, je suis désolée de dire ça, mais quand on est juste un particulier et que voilà, on veut juste pas être boiteux, quoi. Oui. Et quand on est un sportif, Ouais. on imagine que quand il y a un footballeur qui s'est fait je sais pas quoi, et ben derrière, ils vont pas juste lui dire bon bah tu te reposes, tu mets de la glace et puis bon tu reprends dans 3 semaines. Non, il va y avoir du laser, va y avoir des protocoles de taré. Et ben chez le chien, il y a aussi la même chose, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui chez les humains et chez les chevaux que quand il y a une blessure, ça suffit pas juste de s'arrêter, de se reposer et hop, reprise progressive des activités et oupla boum. Ouais. Or, chez l'humain, ça arrive encore. Hein. Je sais que je me fais que des blessures débiles. Je me suis atomisé un deltoïde en éternuant. Donc la conséquence. Mais quelle force! Ah non, mais c'est voilà, mon ostéo il en peut plus. Je sais pas, j'arrive et j'ai toujours des blessures débiles. Et la conséquence, c'est que je pouvais plus porter ma tête. Donc ça veut dire que j'avais la tête vraiment baissée comme ça vers le bas. C'est horrible. C'est là que tu réalises que la tête, c'est super lourd. Ouais. Et donc je devais utiliser mes mains pour tenir ma tête quand même. Ah ouais. Et donc, bon, moi j'ai quand même besoin dans mon métier de vachement me baisser, de me lever, de bouger, etc., donner des stages. Bah, quand je suis allée chez le médecin pour faire un check, elle dit bon bah voilà, c'est une déchirure musculaire probablement du deltoïde, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Enfin, c'était un peu ça, c'est pas ce qu'elle m'a dit, mais c'était un peu ça. Et c'était bon, voilà, vous vous reposez, vous mettez une crème dessus, et puis reprise progressive des activités, quoi. Et, cette fameuse phrase qui ne veut rien dire. Cette fameuse phrase qui veut rien dire. Tandis que concrètement, pendant 3 semaines, j'arrivais pas à porter ma tête. Donc forcément, tout le reste de mon corps a compensé. Et mon corps était en vrac. Donc heureusement que j'ai quelque part cette connaissance du monde sportif, à la fois humain et canin, pour me dire, bah, ok, en fait, moi j'ai quand même vraiment besoin de bouger ma tête. J'ai besoin de revenir à une fonction optimale. Et donc derrière, je suis allée chez le kiné, mais j'ai fait la démarche moi-même, parce qu'elle me dit, bon, si vous portez votre tête, c'est bon. Non, mais en fait, moi, dans mon métier, je peux pas, en fait, juste dans 2 mois, à nouveau, péter le deltoïde, parce que j'éternue, quoi, c'est pas possible. Ouais. Te satisfaire de juste, on attend, on voit, et exactement. Et ça ira. C'est pas satisfaisant comme situation. Donc c'est sûr que j'ai beaucoup d'élèves qui sont des personnes qui pratiquent des sports canins. Parce que c'est vrai que quand on pratique de l'agility, que ce soit au niveau loisir ou au niveau compétition, c'est pas suffisant de juste se dire bah ok, j'ai mis le chien a été sous anti-inflammatoire pendant 1 mois et mis au repos, et ensuite reprise progressive des activités. À un moment donné, tout le corps a compensé. Chez l'humain, si vous faites une fracture, vous allez chez le kiné, vous avez automatiquement une ordonnance pour aller chez le kiné. Et chez les athlètes humains, jamais de la vie de la terre, le mec va se blesser, on va juste dire bah ok, tu te reposes, tu mets de la glace et puis oupla boum, quoi. Il y a une conséquence. Et quand vous le sentez dans votre propre corps, vous comprenez mieux qu'il n'y a juste aucune raison que ce soit pas la même chose pour le chien. Même encore plus, parce que c'est des quadrupèdes, donc ça fonctionne sur des diagonales. Enfin, c'est un bordel pas possible. C'est d'autant plus important pour eux. Exactement. Les chiens, inconfortable pour eux. C'est vrai que nous, on peut fonctionner de manière quasiment symétrique. On a tendance à être gaucher ou droitier, donc on n'est jamais purement symétrique. Mais les chiens, qui sont des quadrupèdes et qui, du coup, se déplacent différemment, quand un chien galope, il faut savoir que le galop, c'est asymétrique. Donc même dans le fonctionnement naturel du chien, on est sur quelque chose qui n'est pas parfaitement équilibré et qui a un impact. Donc quand en plus il s'est blessé, ça commence à faire beaucoup, quoi. Est-ce que toi, dans ta vie, quand tu as découvert le fitness canin, est-ce que toi déjà tu faisais beaucoup de sport ? Est-ce que c'était connecté un peu à ta vie, ou est-ce que tu t'es vraiment lancée parce que ta chienne en avait besoin ? Alors pas du tout. Moi j'étais pas sportive du tout. Enfin, je pense que c'est comme tout dans ma vie, hein. C'est genre... Je vivais en ville, j'avais pas de chien, maintenant j'ai plus à la campagne, j'ai des chiens. Le sport, c'est la même chose, quoi. J'étais une grosse larve, il n'y a vraiment pas d'autre terme. Et c'est vrai qu'en m'occupant de Miette par nécessité et en voyant vraiment l'impact fonctionnel de ce qu'on avait mis en place sur notre vie de tous les jours, je me suis dit non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, je peux pas en fait faire tout ça pour les chiens et moi continuer à la fin de la journée juste me mettre sur mon canapé et regarder Netflix, quoi. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai envie de dire que je sentais pas mon corps, et c'est une bonne chose en fait. C'est-à-dire que tant que tout va bien, tu sens pas ton corps, tout va toujours bien. Et à partir de l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que de temps en temps, quand je conduisais longtemps en voiture, j'avais un petit peu mal au dos. C'est des petites choses, mais on se dit bah au lieu de l'accepter et se dire bon bah ok, c'est normal d'avoir mal au dos, j'ai une grosse journée, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire pour qu'à la fin d'une grosse journée, j'ai pas mal au dos ? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au sport pour moi.
Et donc, j'ai un coach sportif maintenant. J'essaie de faire du sport une fois par semaine, sauf quand je lui dis « Ah, il pleut, il fait froid, j'ai pas envie. » Mais j'ai vu un immense impact sur ma qualité de vie. Le but, c'est pas forcément d'être plus musclé, plus fort, plus machin, plus je sais pas quoi. La différence que j'ai vue, c'est surtout que de temps en temps, je me rends compte que c'est la fin de la journée et que je n'ai pas senti mon corps de toute la journée. C'est ça aussi, hein. Être bien, c'est juste, parfois, juste pas avoir mal du tout. C'est bien ça. Ouais, c'est vachement bien. Faites du sport. Le Pilates, c'est la vie. Faire du fitness humain, non, c'est clair que ça change tout, quoi. Et on préconise de travailler, on va dire 2 à 3 fois par semaine, mais déjà en faisant une séance de sport par semaine, même pour les chiens, en faisant une séance de fitness par semaine, oui, ce serait mieux d'en faire 3, mais faire une, c'est mieux que 0, quoi. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire en 5 minutes d'entraînement, soit faire 5 minutes un peu tous les jours, soit faire 15 minutes une fois par semaine. C'est toujours mieux que rien, et surtout ce qui va se passer, à mon sens, et je le vois chez beaucoup d'élèves, c'est que quand on se rend compte que en fait ça va, que nous ça nous fait plaisir et que ça fait plaisir au chien, naturellement ils commencent à en demander plus, à la fois le chien et le conducteur, et voilà, c'est vraiment comme ça. Ah, c'est cool. Je voulais revenir un peu sur la formation d'instructeur en fitness canin, parce que ça m'intéresse. Tu m'as dit en préparant cet épisode que ça amenait un peu au métier de coach sportif pour chiens, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que donner des cours de fitness canin, c'est pas un métier qui est reconnu en France. Donc mes formations, moi j'ai 2 formations principales en fitness. J'ai le Certified Professional Canine Fitness Trainer et je suis aussi instructrice en proprioception. Ces 2 certifications viennent de l'étranger, la première des États-Unis et la deuxième des Pays-Bas, et ne sont pas reconnues en France. Donc en soi, je fais un métier qui n'existe pas. Sauf qu'on se rend compte que c'est quand même un maillon manquant dans la vie des chiens d'une manière générale et encore plus particulièrement dans la vie des chiens actifs. Donc, quand j'ai créé la formation instructeur en fitness canin, mon objectif, c'est que ce métier qui n'existe pas puisse exister en France. Donc, dans la démarche qu'on veut mettre en place avec Muso Plus, c'est donc la mise en place de cette formation, mais surtout que la plateforme Muso Plus obtienne la certification Calliope, ce qui nous permettrait que les formations puissent être financées par différents organismes. Et par-dessus ça, que la formation IFC, instructeur en fitness canin, soit enregistrée au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, pour que ce soit reconnu, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment le projet depuis le départ. Ce sont des démarches qui prennent du temps parce que déjà, par essence, un organisme de formation qui a moins de... Alors, je ne connais pas par cœur, mais je pense que c'est moins de 2 ans, ne pouvait pas en fait être certifié Calliope. Enfin voilà, c'est les méandres, on va dire, de l'administration française. Donc nous, quelque part, on devait juste exister, faire en sorte de suivre, exactement, faire en sorte de suivre les règles pour pouvoir passer cette certification. Donc moi, j'ai bon espoir. J'aimerais vraiment le faire cette année. Maintenant, on est prêt. On sait que nous, on remplit déjà en fait cette charte Calliope. Donc on n'a plus qu'à faire venir un auditeur pour qu'il dise bah ok, c'est bon, vous êtes Calliope et comme ça, vous pourrez vous faire financer les formations. Ouais. Et une fois qu'on sera Calliope, là, la formation instructeur en fitness canin, on l'a fait enregistrer au RNCP. Et pareil, l'enregistrement au RNCP, il faut qu'il y ait 2 promotions terminées, donc des gens qui sont déjà diplômés et qui témoignent de ce que ça a changé de leur vie. Donc, bah pareil, on attend. Comme la formation IFC, c'est une formation qui dure, il y a quand même 1 an de cours avec le suivi. Donc, c'est vraiment 5 modules de 2 mois avec du suivi quasi quotidien pour la réalisation des exercices, suivi de 2 examens. Donc, on a un examen qui peut se faire en distanciel, qui est de réaliser 2 études de cas. Vous prenez 2 chiens qui ne sont pas les vôtres et vous devez monter un programme de fitness pour eux. Et on a également un examen pratique qui va se faire sur Lyon pour vérifier comment la personne peut travailler en temps réel, en situation réelle, parce que c'est bien beau de pouvoir regarder une vidéo 18 fois et au bout de 18 fois dire ok, il faut faire attention à ci, à ça. On a aussi besoin de gens sur le terrain qui soient réactifs et qui disent ok, je dois adapter l'exercice à ce chien parce que j'ai noté tel et tel mouvement qui était gênant. Donc le souci qu'on a eu, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Ce qui ne nous a pas forcément arrangé. Donc là, on aimerait que les premiers examens pratiques sur Lyon se fassent cette année et on a les élèves qui sont en train de passer leurs études de cas en ce moment. Okay. Donc voilà, on y travaille, on attend, ça prend vachement de temps, mais le but, c'est que ce soit un vrai métier
et que ce soit encadré et voilà, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent ça en France. Ouais, c'est hyper intéressant. Puis c'est vrai que, tu vois, moi, là, juste au travers de mes stages, je croise plein de chiens, en fait, qui n'ont pas l'air bien dans leurs pattes. Ouais. Tu vois, qui sont pas très équilibrés. Souvent, on ne sait pas trop pourquoi. On se dit... Qui marchent pas très bien, qui courent pas très bien. Ouais. Et effectivement, c'est pour ça que c'est une formation qui m'intéresse pas mal et sur laquelle je me lancerai peut-être par la suite. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et puis nécessaire aussi de... Il y a aussi un côté alerter aussi les gens sur le fait que un chien, c'est pas parce qu'il marche sur ses 4 pattes que tout va bien non plus et que c'est pas forcément pour ça en tout cas qu'il est hyper à l'aise, quoi. Et même en éducation, hein, je me souviens d'un client, son chien pouvait monter les escaliers, ensuite il dit oui, il monte mais il est vraiment têtu, il veut pas descendre. Comme très bizarre. Et du coup, quand on le voit bouger, effectivement, moi j'ai vu que il n'était pas bien sur ses épaules. Et l'idée, c'est quoi ? C'est souvent, on a chien, on ne se sent pas très à l'aise. On se dit, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui cloche ? Je ne sais pas ce qui cloche. Ouais. Et dans la formation instructeur en fitness canin, mais même sur les formations de base de Muso Plus, façonner le fitness canin, renforcement musculaire, proprioception, le but, c'est d'apprendre à identifier, OK, qu'est-ce qui cloche ? Ça ne veut pas dire que... je me suis mal exprimée. Ce n'est pas identifier qu'est-ce qui cloche. C'est réaliser dans quelle zone on voit une anomalie. Et notre devoir, effectivement, c'est d'alerter, de dire, voilà, moi, je vois qu'il semble y avoir une restriction au niveau de l'avant-main. Je ne suis pas en capacité de dire pourquoi, parce que ça peut être un souci de l'avant-main, mais ça peut être une compensation pour le dos, pour l'arrière-main, pour des tas de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas normal. Allez consulter votre ostéopathe, vétérinaire ostéopathe ou vétérinaire orthopédiste pour voir effectivement ce qui ne va pas. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc parfois, c'est juste une petite entorse, un peu de repos. Parfois, c'est un petit peu plus grave. Parfois, on a des diagnostics de dysplasie, des coudes, des hanches, etc. Et surtout, instructeur fitness canin, pour moi, c'est quelque chose qui peut se pratiquer à différents niveaux. Dans les candidats instructeurs, j'ai des personnes qui sont effectivement des passionnés de sport canin. Donc leur but, clairement, c'est on va monter des chiens d'agility, de frisbee, etc., etc. Mais j'ai des éducateurs canins qui travaillent, par exemple, avec des refuges et qui veulent améliorer les conditions de vie dans des refuges. Parfois, c'est juste proposer des ateliers, se dire, OK, le refuge, il y a cette cour, on pourrait très bien installer des équipements qui restent en place. Et quand on sort le chien 5 minutes, on sait que juste sortir 5 minutes dans cette cour, peut-être ce chien, on ne peut pas aller le promener. C'est pas suffisant pour le fatiguer. Tandis que si on a un petit atelier qui est en place, qui est sécurisé, qui convient à tous les chiens, c'est 5 minutes que le bénévole a avec ce chien, il peut les rentabiliser au maximum, lui faire un petit exercice qui va le fatiguer un peu plus mentalement, un peu plus physiquement et l'aider à mieux supporter sa condition, le temps de trouver un adoptant. Donc ça peut vraiment jouer... les chiens ont tous un corps, donc à un moment donné, peu importe ce qu'on fait, ce sera utile. On n'est pas obligé de devenir instructeur, mais... Moi, je sais que depuis que j'ai suivi les formations en fitness, avant même de devenir instructrice, quand je faisais des cours d'éducation, des cours collectifs en éducation, j'utilisais en permanence ce que j'avais appris dans les cours. Pour la marche en laisse, pour le rappel, pour tous ces outils-là, je m'en servais tout le temps. Non, c'est hyper intéressant. Puis, ce que je trouve aussi super chouette dans ta démarche, c'est toute cette importation des connaissances au final, parce que voilà, comme tu disais, tu t'es formée à l'étranger, etc. Et on entend souvent quand on commence à baigner un peu dans ce milieu-là, à vouloir se former, etc., que ça manque de formation en France, de formation en français, de livres en français, etc. Donc je trouve super chouette aussi ta démarche d'importer toute cette connaissance qui vient d'ailleurs, ici, quoi. Ouais, pour nous, c'est super important et c'est vrai que dans mon choix des instructrices sur Muso Plus, ce que je cherche, alors c'est bizarre ce que je vais dire, je m'excuse d'avance, mais je cherche à éviter une forme de consanguinité dans les apprentissages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que on peut être dans une situation où on a A qui forme B, qui forme C, qui forme etc. Et ensuite, A, B, C, D travaillent tous ensemble, mais quelque part, on est dans un vase clos d'informations. Ouais. Et donc, ce qu'on cherche, c'est pas seulement importer des connaissances d'ailleurs, bien que ce soit très important, mais c'est surtout importer des connaissances de partout, de différents milieux. Lisa Longo, elle va faire des formations qui vont être différentes que Marjorie Milton-Berger. Et du coup, nous, on se retrouve dans une situation où on a vraiment des informations qui nous viennent de partout. Et ça, on sait que c'est super important pour progresser, quoi. Un gros souci qu'on peut avoir dans différents milieux, pas juste en France, c'est ce souci de consanguinité, quoi. Quand A forme B, forme C, qui, à son tour, Z forme A, vase clos.
Ouais, c'est ça. Et parfois, on n'a pas le choix. Parfois, alors, il y a des choses qui sont culturelles. Je sais que, voilà, dans ma formation ingénieur, mes profs étaient ingénieurs, mes profs venaient de la même école, ou voilà. Donc, quelque part, c'est une culture, une tradition qui se met en place et on s'en rend pas forcément compte. Il y a plein d'écoles comme ça où c'est le cas. Je pense à Sciences Po, des trucs comme ça où généralement on reste un peu. Ouais, c'est ça. On baigne dans Sciences Po toute sa vie. Je sais pas, peut-être que dans le milieu de l'ingénierie c'est pareil, mais. Donc après, c'est vrai que dans des milieux vraiment multidisciplinaires, forcément, ils finissent par faire venir des gens de l'extérieur, mais on a des situations, par exemple, tout ce qui est préparation du chien de sport en France. Quand j'ai commencé à chercher plus de formations en français, parce que pourquoi pas, hein, je veux dire, moi j'ai absolument rien contre les formations en français, je me suis retrouvée dans une situation où c'était impossible. C'était impossible parce que toutes les formations qui m'intéressaient étaient exclusivement réservées aux ASV et aux vétérinaires. Et franchement, j'étais à un point où je me suis dit, je vais peut-être devenir ASV, faire une formation en ligne pour être ASV, ça, je sais pas, ça me prend 1 an, je sais pas, je suis pas allée au bout de cette démarche. Poursuivre la formation, donc c'est quand même super, super dommage. Mais je comprends parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément cette compréhension claire de quand est-ce que s'arrête la rééducation et physiothérapie et quand est-ce que commence le fitness canin. Donc c'est pour ça que pour moi, instructeur fitness canin, c'est vraiment important de comprendre. Ça va concerner des chiens qui n'ont absolument aucun souci de santé, qui n'ont absolument aucune pathologie. Si jamais le chien présente une pathologie, dans ce cas, on travaille avec le vétérinaire. Donc on soumet les programmes au vétérinaire. On demande déjà si le chien peut faire un programme. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une de mes élèves, le chien a dû être arrêté. J'ai appelé la vétérinaire en disant « Ok, est-ce que c'est un arrêt complet ou est-ce que, par exemple, on a le droit de le faire marcher dans le salon sur un tapis ?» Et elle dit non, c'est arrêt complet. Arrêt complet, c'est arrêt complet. C'est le vétérinaire qui décide. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive dans cette forme de protectorat sur les formations où voilà, c'est compliqué, quoi. Le client final, du coup, il se retrouve... moi, j'ai des gens, ils me disent j'ai compris ce que vous vouliez, j'ai compris que je dois aller voir le véto, puis le physio, etc. Mais moi, j'habite pas à Paris, j'habite pas à Lyon, j'habite pas à Marseille. Concrètement, il n'y a pas. Moi, j'ai le vétérinaire généraliste qui est là. Si je fais 2 heures de route, j'ai éventuellement un ortho. Mais je peux pas faire. Voilà, les gens n'ont pas de solution, quoi. Je sais plus quelle était la question de base, pardon. Je sais plus non plus, mais c'est pas grave. Avant de finir, je voulais te poser une petite question sur la proprioception parce que c'est un terme dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que la proprioception ? Tu nous as dit que c'était une des disciplines du fitness canin. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous dire en quoi ça consiste ? Oui, alors pour être plus précis, c'est vrai que la proprioception, c'est surtout un genre de sens. C'est-à-dire que les récepteurs proprioceptifs, quand on parle de la proprioception chez le chien, on parle finalement de la capacité du corps à positionner en fait les différentes parties du corps sans avoir forcément à les regarder. Donc, en gros, la proprioception, ça va être le fait que le chien réalise que quand il lève la patte arrière, il lève la patte arrière. Ça va être le fait qu'il va passer un obstacle. Par exemple, combien de chiens on voit galoper comme des tarés dans des champs avec des tas de trous ? Et la plupart du temps, ils s'en sortent indemnes. Pas toujours, mais la plupart du temps, alors que tu envoies 10 personnes courir, tu as 9 personnes qui se sont pété la jambe, quoi. Et du coup, c'est là où la proprioception intervient, parce que ce qui va se passer, c'est que quand la patte va tomber dans le trou, il va y avoir en fait ces récepteurs proprioceptifs qui vont envoyer un message soit au niveau local, soit remonter au cerveau et redescendre pour dire là, attention, il y a un trou, il faut que tu réajustes ce que fait tout ton corps pour pas te péter la patte. Donc en réalité, quand on travaille la proprioception, on travaille sur le système nerveux. Tandis que quand on travaille sur le renforcement musculaire, le but du jeu, c'est d'améliorer le muscle. Donc, c'est bien sûr que c'est lié, parce que... Mais c'est très différent. Mais c'est différent. Donc, dans tout ce que le chien fait, les muscles travaillent et le cerveau travaille. Mais quand on choisit des exercices, il y a certains exercices où mon objectif, ça va être d'améliorer le muscle, et je ne vais pas forcément donner en plus un challenge proprioceptif. Et dans d'autres exercices, au contraire, je me dis, là, je sens qu'il y a une genre de lacune au niveau du système nerveux, c'est-à-dire le chien est très musclé, il est très souple, il est très tout ce qu'on veut, mais... sa façon de bouger me laisse penser que son corps ne traite pas forcément l'information comme on voudrait. Donc, la proprioception ne peut pas être une discipline. On ne dit pas, moi, ça m'est arrivé de demander aux gens, qu'est-ce que vous faites comme activité ? Je fais de la proprioception comme une sorte de discipline. C'est un sens, quoi. Ce serait comme dire, je fais de la vue, ou je fais de l'ouïe, ou je fais de... Okay. C'est un peu, voilà. Et du coup, souvent, les gens se disent, si le chien est sur un coussin...
et qui a plein de couleurs, c'est de la proprioception. Et encore une fois, ça peut, parce que, encore une fois, on fait toujours appel à sa proprioception. Là, on est assise et on ne s'effondre pas sur nos chaises, on utilise notre sens proprioceptif. Mais un challenge proprioceptif, c'est qu'on sort légèrement de cette zone de confort. La grosse différence, du coup, entre essayer d'améliorer la proprioception et d'essayer d'améliorer le muscle, quand on veut améliorer le muscle, on va chercher à faire un mouvement qui est répétitif selon un certain alignement et une certaine forme. C'est comme quand on fait des pompes ou on fait des abdos, on a tous entendu parler du fait que, attention, il ne faut pas tirer sur ton cou, il faut garder le dos droit, etc. Là, c'est la même chose. En renforcement musculaire, on fait un mouvement et on le répète, et on le répète, et on le répète, et on le répète, pour envoyer une information au muscle. Tu vois, là, c'était quand même un peu galère, j'aimerais bien que tu te renforces pour la prochaine fois. Donc là, on est sur du renforcement musculaire. Et sur la proprioception, c'est différent. On veut apprendre au système nerveux. Tu vois, il est possible d'avoir ce mouvement. Essaye de te souvenir, en fait, de ce chemin neuronal pour que la prochaine fois que ta patte elle arrive dans un trou, l'information elle puisse circuler beaucoup plus vite. On est sur des réseaux électriques là, finalement. Ouais. Donc sur un challenge proprioceptif, je vais chercher à créer de la variation pour nourrir le système nerveux d'information encore et encore. Et donc si j'ai un chien qui par exemple fait des exercices de fitness canin depuis 5 ans et je lui demande de se mettre debout sur un coussin, il est tellement rodé qu'il travaille, bien sûr qu'il travaille sa proprioception, il est obligé, sinon il s'effondrerait. Quand ils sont debout, ils sollicitent leur proprioception. Mais j'estime pas que je suis en train d'améliorer sa proprioception. C'est bon, c'est ce chemin, cette information neurologique, c'est déjà une autoroute, ça pose pas de souci. Ce chien qui est capable de rester 10 minutes sur un coussin, peut-être juste aller le faire marcher sur une plage de galets, et là, tout d'un coup, sa proprioception est sollicitée plus, parce qu'il a jamais marché sur une plage de galets de sa vie. Ok, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est un terme qu'on voit beaucoup. Il y a plein d'articles comme ça, faites des exercices de proprioception, etc. Mais moi, ça me manquait l'explication qu'il y avait derrière de ce que ça veut dire vraiment. C'est souvent un abus de langage. C'est souvent un peu confondu avec fitness canin qui est en fait plus général et qui regroupe d'autres choses, qui fait appel à d'autres choses. Oui, c'est ça. La plupart des gens qui disent faire de la proprioception, quand on voit l'exercice, il n'y a pas de secret. Si vous voyez que l'exercice, c'est un mouvement, c'est toujours le même et il est répété, c'est un exercice de renforcement musculaire. Si on fait des squats, on fait des pompes, on fait des abdos, c'est du renforcement musculaire. Sur de la proprioception, on va travailler sur l'équilibre, on va travailler sur des variations de mouvement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut se faire dans la forêt, c'est quelque chose qui peut faire... Pendant le premier confinement, j'ai donné quelques cours en visio. Personne ne pouvait sortir et s'amuser à aller acheter des cavaletti ou je ne sais pas quoi. Il y avait des tonnes de choses qu'on pouvait faire avec ce qu'il y avait dans la maison. Vraiment des tonnes de choses. Ouais, ok. Moi, j'avais passé à la partie conseil. J'ai une question dans cette partie-là. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui découvre le fitness canin par cet épisode et qui voudrait, débuter, se lancer, se renseigner sur le sujet? Mon premier conseil là-dessus, c'est si jamais vous cherchez à vous lancer, l'idéal, c'est quand même de se rapprocher de quelqu'un qui est formé en fitness canin pour vous donner des conseils appropriés à votre chien. Le plus gros piège, c'est effectivement de juste regarder une vidéo et de copier ce qu'il y a sur la vidéo, souvent justement avec tous ces coussins, ces machins, ces bidules. J'ai beaucoup d'élèves qui commencent et qui me disent déjà, voilà, j'ai acheté un Fitbone, un machin, un bidule, etc. Moi, ce dont j'ai besoin pour commencer un chien en fitness canin, c'est numéro 1, un sol antidérapant. Hyper important, un sol antidérapant. Ça peut être juste acheter un grand tapis. Et j'utilise beaucoup de plateformes. Donc c'est vraiment... avoir des plateformes à la taille du assis du chien, à la taille du coucher du chien, juste pour lui donner des points de repère et des ciblages. Souvent, je vais commencer à introduire des coussins qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça dépend vraiment du niveau du chien. Donc, voilà, mon premier conseil, c'est déjà de ne pas se lancer tête baissée. Ensuite, des exercices par lesquels on peut commencer. Donc alors je précise, c'est hyper important, c'est pour des chiens adultes qui ne présentent aucun souci de santé, donc pas de dysplasie, pas d'arthrose, etc. C'est déjà faire un petit peu de travail postural. Ce qu'on appelle le travail postural, c'est tout simplement enseigner aux chiens à tenir certaines positions dans des bons alignements. Ce que j'appelle des bons alignements, c'est si le chien est debout, je vais chercher à ce que son dos soit droit, ses antérieurs soient perpendiculaires au sol, ses postérieurs soient perpendiculaires au sol, ses antérieurs sont parallèles entre eux, les postérieurs sont parallèles entre eux, le port de tête est neutre. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ça ? On peut enseigner aux chiens à mettre les pattes avant sur une cible. Encore une fois, je recommande vraiment une cible qui est
rigide, qui est stable, qui est basse. C'est vraiment juste pour lui indiquer un positionnement. On ne veut pas que ce soit difficile d'aller sur la cible. Et on lui enseigne à mettre les postérieurs sur une autre cible. Et ensuite, on va jouer sur la distance entre ces cibles pour l'inciter, ne serait-ce que pendant quelques secondes, à se tenir droit, tout simplement. Pareil pour le assis. C'est vrai qu'en éducation, on utilise beaucoup le assis comme un comportement par défaut, ce qui en soi n'est pas un souci, mais sur certains chiens et selon l'environnement dans lequel le chien vit, ça ne va pas forcément lui rendre service si le chien s'assoit toujours mal. Ce que j'appelle mal, c'est d'avoir, par exemple, une cuisse qui sort d'un côté, d'être un petit peu affalé, etc. Et alors, c'est vrai que c'est super mignon. De passer sur les fesses. Ouais, c'est hyper mignon. Surtout les chiens, on fait et c'est super mignon. Et en soi, quand ça arrive une fois, je sais pas, moi j'ai des gens, des fois, qui me connaissent, et puis quand leur chien s'assoit, si ça ne s'assoit pas parfaitement bien, ils disent « Oh, je sais ce que tu vas dire. » Non, mais je ne vais rien dire du tout. C'est pas un souci. Le souci, c'est pas de s'affaler une fois, comme nous, on s'affale dans le canapé. Le souci, c'est quand le chien ne sait faire que ça et ne fait que ça. Donc, par exemple, se poser la question, est-ce vraiment nécessaire que le chien s'asseye systématiquement pour tout ? Moi, j'aime bien apprendre à mes chiennes que tu peux être debout pour attendre, peu importe, ouvrir la porte, ta gamelle, je sais pas quoi. Et si, pour une raison X ou Y, c'est vraiment nécessaire que le chien s'asseye, faire en sorte qu'il aille s'asseoir sur un sol antidérapant. Bien souvent, on demande un assis sur un sol glissant, mais le assis, ça nécessite vachement de gainage. Il faut que le chien il se tienne. On voit que c'est physique, en fait, de s'asseoir. C'est un squat. Ouais. Donc, ce qu'on va rechercher sur le assis, c'est que le dos, quand on regarde le chien de dos, que son dos soit droit, la colonne vertébrale soit droite, ça ne fait pas un S, quoi, que ses antérieurs soient perpendiculaires au sol, qu'il ait bien ses cuisses repliées sous lui, avec les pattes arrière qui pointent bien vers l'avant, qui ne vont pas pointer vers l'extérieur, ce qu'on appelle un assis bien carré, quoi. Et encore une fois, je ne veux pas que le chien le fasse tout le temps, mais lui enseigner que c'est possible. Et ça, pareil, on peut utiliser une cible, on peut utiliser une plateforme qui fait à peu près la largeur du chien, et on lui enseigne à s'asseoir sur cette plateforme, ce qui va l'inciter en fait à se dire « Ah, si j'écarte mes pattes, j'ai une patte qui descend de cette plateforme qui fait 5 cm d'épaisseur, hein, c'est un petit truc. Hein. Et du coup, c'est dans mon intérêt de me gainer un peu et de tenir un peu ce assis. Okay. Donc c'est déjà plus des choses à ne pas faire. Surveiller ses sols aussi. Quand on a des chiens, souvent, comme qui dit chien dit poil, on essaye d'éviter d'avoir des tapis partout, etc. Sauf que les chiens vivent sur des patinoires, quoi. Donc c'est important d'avoir un maximum de surface où le chien puisse marcher correctement sans glisser. Et voilà, on peut commencer ce travail postural. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, se rapprocher d'un instructeur en fitness canin. Ok. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens, de vivre avec eux, et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça a tout changé. Ma vie était quand même... comme j'ai dit au début, moi, je viens quand même pas du tout du milieu du chien. Donc, c'est vrai que je pense que si j'avais pas de chien, peut-être que je vivrais dans une tour à New York. Voilà, ce genre de choses. Ce que ça m'a surtout appris, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un... j'aime bien quand c'est carré. Le fitness canin, c'est vrai que ça va pour ça, parce qu'il faut que ce soit droit, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Et même si j'ai continué à m'orienter vers des spécialités qui me permettent d'avoir cette rigueur et d'être carré, à la fin de la journée, on a quand même des êtres vivants en face à nous, doués de sensibilité, et qui vont bien sûr présenter des variations. Les chiens comme nous, ils vont avoir des jours avec, des jours sans. Et ce que les chiens m'ont apporté, c'est me forcer à lâcher prise, me forcer aussi à regarder qui est en face de moi, puisque parfois, moi je me dis, ok, Miette par exemple, j'avais pris pour le frisbee, je me dis, ok, je prends un chien, je vais faire du frisbee. Et ensuite, le chien, quelque part, il va dire, oui mais non. En fait, tu vas pas faire du frisbee. Ça va pas marcher. Ça va exactement. Donc, soit par son comportement, parce que peut-être ça l'intéresse pas, peut-être, voilà. Soit parce que là, en termes de morphologie, c'est un sport qui ne convient pas. Et ça, c'est vraiment, ça a changé ma vie. Et je sais que depuis que j'ai les chiens, ça m'a énormément aidé avec les gens. Parce que pareil, quand j'ai un client qu'on qualifierait entre guillemets de difficile, je pense que tous les éducateurs canins connaissent ce client difficile, oui, il n'est pas motivé, il ne fait pas, etc. Et je me rappelle, ouais, mais ma coquère, c'est genre le chien têtu, le chien difficile, elle fait ce qu'elle veut, elle a 12 ans, tu peux toujours pas poser un sac par terre. Ça t'apprend à accepter, en fait. Et qui dit accepter, dit pas renoncer au changement, mais dire, je vais en fait te rejoindre où t'es, je vais m'adapter à ton rythme. Et donc, le client difficile, il y a souvent une raison
c'est pas juste, c'est pas pour t'embêter en fait. Ouais. Et c'est pas parce que la plupart des gens aiment leur chien en fait. Même les gens qui font des choses que vous n'aimez pas ou qui vous font crisser, ces gens-là, très souvent, ils aiment profondément leur chien. Se mettre à leur place, les comprendre et adapter son plan d'entraînement et sa communication à qui en face de nous, que ce soit le chien ou l'humain. Enfin, les chiens ont vraiment, vraiment changé, tout changé pour moi à ce niveau-là. Ok. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Oui, alors, j'ai pas énormément de ressources en français, je m'excuse d'avance. Donc, bien sûr, je veux partager notre plateforme de cours en ligne, musoplus.fr, où on trouve donc des cours sous forme de textes écrits et de vidéos que vous pouvez consulter quand vous voulez, avec des forums pour pouvoir interagir avec l'instructeur. On a lancé il y a quelques mois aussi des webinaires. Donc moi, j'aime beaucoup ce format de webinaire qui nous permet en fait de traiter un sujet pendant 1 heure, et ça peut être une première approche en fait. Vous posez la question si vous êtes intéressé par tel et tel exercice ou telle et telle discipline, ça peut faire une première approche. Pareil dans les webinaires, si vous assistez au live, vous avez la possibilité de poser des questions à l'instructrice. Ça, c'est vraiment des ressources francophones qui, à mon sens, peuvent être très utiles. Et surtout, je vous invite à consulter la liste des instructrices de Musoplus, parce qu'au-delà de ce qu'elles font pour Musoplus, elles ont toute une vie par ailleurs. Elles proposent des coachings de leur côté, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder Animal Academy de Lisa Longo, par exemple, Can École de Winnie Verschuren, Witty Fox de Marjorie Milton-Berger, on a Ludicanis de Iris Castin, on a Valérie Tepp, la photographe, on a Stéphanie Deldal, on a Violette Patron, enfin voilà, vraiment toute la liste des instructrices, je pense que ce sera possible de mettre un lien. Donc voilà, pas hésiter à aller voir tout ce que ces instructrices font, y compris en dehors de Musoplus. Et après, si vous êtes anglophone, parce qu'il y a beaucoup de formations qui se font en anglais, moi je recommande vraiment d'aller regarder du côté des formations de mes mentors. Donc on a d'une part la Fenzi Dog Sport Academy, où vous avez vraiment beaucoup de ressources, des Bitoraka pour tout ce qui est fitness canin. Vous allez avoir le LLA avec Suzanne Friedman, donc beaucoup de ressources sur tout ce qui est l'analyse appliquée du comportement. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fait par Kay Laurence, qui m'a énormément appris sur à la fois tout ce qui est comportement canin d'une manière générale, mais aussi sur le mouvement, sur les schémas de renforcement. J'ai vraiment beaucoup appris d'elle. Donc, ne pas hésiter à aussi explorer les ressources de Kay. Ok, trop cool. Écoute, je mettrai tout ça dans les barres d'infos. Ça marche, trop cool. Et où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient découvrir Muso sur les réseaux, te suivre ton travail, voir tes 3 louloutes? Alors, et ta salle. Ma magnifique salle Violette. Donc, pour tout ce qui est activité de fitness canin et vraiment suivre mes activités, ça va être sur camillenguyen.fr. Ouais. Et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, vous pouvez taper Camille Nguyen Fitness Canin. Sur Instagram, pareil, Camille Nguyen Fitness Canin. Et j'essaye de partager le plus souvent possible des vidéos, des petits articles, des choses comme ça. Donc là, comme je travaille pas mal avec Nova, vous pouvez voir notamment les premières étapes en fitness canin. Vous allez voir ce que j'ai expliqué là sur le travail des cibles, mettre les pattes avant sur une cible, les pattes arrière sur une cible. Il y a une vidéo que j'ai dû poster il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces pages. Ok, ça marche. Et merci beaucoup Camille. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Camille et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @camillenguyenfitness.canin et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!